numéro de l'invité de notre interview quotidien où nous avons l'occasion de recevoir des personnes qui portent dans leur cœur ce combat, cette vision, cette ambition de voir l'Afrique à un niveau de performance et de transformation réelle et véritable. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'avoir à pouvoir échanger avec cet invité en particulier. Je vais vous faire une lecture résumée de sa bio parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette personne. Alors, pour ceux qui ont regardé les affiches, pour ceux qui ont vu les éléments de communication, vous savez que nous recevons aujourd'hui Madame Marthe Karine Diakou. Alors, elle est femme d'affaires et elle est coach certifiée. Mais pour en dire un peu plus sur elle, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette brillante femme? C'est une femme d'affaires camerounaise qui réside au Canada. Pour ceux qui la suivent depuis un moment, vous avez certainement noté qu'elle est pionnière du dropshipping en Afrique. Elle est experte en e-commerce, en marketing digital et consultante en affaires. Elle s'est solidement implantée dans le secteur digital en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord à travers ses entreprises. Il s'agit bien entendu de Marthe Karine Limited en Angleterre, MC Investment Group Corporate au Canada et MC Group SARL au Cameroun, sans oublier les succursales au Gabon, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Nous avons donc une femme d'affaires aguerrie avec une solide expérience. Ayant vu l'opportunité qu'offre l'économie numérique en Afrique et dans sa diaspora, Marthe Karine a entrepris d'investir spécialement dans les métiers du digital à travers différentes entreprises. Elle s'est ainsi donnée pour mission de former, d'informer et de sensibiliser les Africains sur la nécessité de saisir l'opportunité du numérique. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler. C'est ainsi qu'elle a mis sur pied l'une des plus grandes écoles des métiers du digital en Afrique, à savoir MC International Business Academy, qui donne des formations en ligne et en présentiel. Spécialisée en e-commerce, marketing digital et community management, cette académie a formé des milliers de personnes depuis sa création en 2020 et sauvé des familles de la pauvreté. En effet, Marthe Karine Diakou veut vulgariser le e-commerce en Afrique en facilitant l'éducation des masses. Quel est l'objectif derrière toute cette passion? Quel est l'objectif derrière toutes ces activités? Eh bien, mesdames et messieurs, il s'agit de lutter contre le chômage des jeunes, dont les diplômes sont aujourd'hui en inadéquation avec les besoins du monde de l'emploi. Aider les femmes et les hommes à atteindre leur liberté financière et s'accomplir socialement. Voilà en résumé ce que je pourrais dire de notre invité du jour. Bonjour et bienvenue Marthe Karine. Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour cette organisation également de iTransform Africa. C'est une première dans la francophonie et je soutiens énormément des initiatives pareilles. Je veux vraiment féliciter toute l'équipe d'organisation derrière et particulièrement notre coach, notre mentor, le coach Raphaël. Absolument. Et merci à vous d'avoir répondu à l'invitation malgré votre agenda très chargé et surtout avec votre état de forme. Merci pour cet effort supplémentaire. Merci aussi, merci. Super. Je viens de vous présenter, vous avez une carrière brillante. Je pense qu'il y a des milliers de personnes qui vous connaissent, qui vous suivent à travers les réseaux sociaux. Mais si on devrait présenter Marthe Karine en quelques mots, qui êtes-vous? Qui est cette dame? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Bon, premièrement, lorsqu'on me demande de me présenter, j'aime d'abord dire, je suis d'abord une épouse, je suis une mère et je suis aussi entrepreneur. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi d'évoluer professionnellement dans l'entrepreneuriat à travers la création des richesses par des entreprises. Donc, aujourd'hui, j'ai mis sur pied des entreprises qui évoluent dans le secteur du e-commerce avec des plateformes digitales où nous vendons des produits en gros. J'ai également développé des académies dans certains pays en Afrique et ces activités me permettent non seulement de contribuer au développement de l'Afrique, mais aussi de lutter contre le chômage parce que nous recrutons quand même pas mal de personnes en Afrique aujourd'hui. Super. Vous avez un brillant parcours. Pouvons-nous revenir sur quelques éléments clés de votre parcours? Quels sont les 2-3 points marquants de votre ascension professionnelle? Premièrement, la décision d'être entrepreneur
parce que j'ai fait une formation pour être juriste. À l'origine, je voulais être juriste, j'ai fait du droit, j'ai fait des études de droit. À un moment donné aussi, je voulais, en fait, ma famille voulait que j'évolue au sein de la fonction publique. Mais plus tard, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il faut utiliser ses talents. Il faut utiliser ce que Dieu nous a donné et il faut mettre ses talents au service de sa communauté, au service de la société. Et là où je pouvais mieux exprimer mes talents, c'était dans l'entrepreneuriat. Donc, cette décision, déjà, ce n'était pas facile pour ma famille d'accepter parce qu'ils avaient misé sur le fait d'être long crayon pour travailler au sein de l'administration, par exemple, ou alors travailler dans des grandes entreprises, comme on aime souvent dire. Mais j'ai choisi de moi-même être cette personne qui crée ces grandes entreprises et qui donne du travail à d'autres personnes. Donc, la décision n'était vraiment pas aisée et il fallait pourtant prendre cette décision. Le deuxième fait marquant que je peux souligner ici, c'était d'investir en Afrique. C'est d'investir en Afrique parce que, voilà, je commence l'entrepreneuriat étant en Angleterre. Ensuite, je rejoins mon époux au Canada. Et en 2020, on décide d'aller au Cameroun. C'est vrai, le long séjour n'était pas prévu, mais durant ce long séjour, on décide d'investir en Afrique. Et je vous assure que cette partie de ma vie, c'était vraiment une partie que je qualifie lorsque la vie te donne des citrons, fais-en une limonade, parce que ce n'était vraiment pas facile. Elle est venue avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de challenges, et il fallait vraiment être fort, il fallait avoir le mental de gagnant pour supporter tous ces challenges-là et en faire quelque chose de bon. Donc, c'est justement cette période-là que nous avons mis sur pied les académies, 4 académies aujourd'hui, 2 au Cameroun, Yaoundé, Douala, une à Libreville et une à Abidjan. On a mis sur pied ces académies. On a recruté le plus grand nombre de personnes, effectivement, pour travailler au sein des entreprises que nous avons mis sur pied. Et ce n'était pas facile parce qu'à ce moment, mon leadership était peut-être comme un 6. Était peut-être comme un 6. Et avec ce leadership de 6, il fallait que je gère des personnes peut-être qui ont un leadership de 8. Donc, à un moment, il fallait que j'évolue dans le cadre du leadership. Et c'est à ce moment, effectivement, que j'ai fait la rencontre du coach Raphaël. Je me suis rendu compte que, en fait, je n'avais même pas encore commencé. En fait, il y avait beaucoup à apprendre, il y avait beaucoup de choses à mettre sur pied pour pouvoir aborder les challenges qui se présentaient devant moi et performer sur le plan professionnel et sur le plan familial parce que j'ai investi avec mon mari entre-temps. Donc, tout cela, ça a été très challengeant pour moi et Dieu merci, je crois que je me suis quand même bien en sortie finalement. Félicitations. Félicitations, Matt-Karine. Merci de revenir sur ces éléments de votre parcours. Précisons un peu les choses. Vous parlez de la décision et c'est effectivement quelque chose qui revient beaucoup dans vos prises de parole. C'est quelque chose qui transparaît dans vos interventions, cette notion de responsabilité, de liberté, d'autonomie, de passer à l'action. Pour vous, c'est la voie réelle pour tout le monde? Bon, déjà, je pense que rien de grand dans la vie ne se fait au hasard. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être conscient de ses choix et il faut prendre des décisions fermes. Je précise bien, des décisions fermes. Lorsqu'on a pris une décision ferme, c'est à ce moment qu'on peut faire jouer sa responsabilité. Et la responsabilité, c'est le fait d'assumer justement ces décisions, quel que soit ce qui se présente devant nous. Donc, je pense qu'une personne qui veut accomplir sa destinée, une personne qui veut réaliser des grandes choses, une personne qui veut performer sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan sociétal même, une personne qui veut avoir des résultats, mais des résultats excellents et non des résultats médiocres, parce qu'il faut savoir que dans notre communauté aussi, les gens sont tellement habitués à la médiocrité que lorsqu'on est à la moyenne, on se dit, waouh, cette personne sort du lot. Pourtant, ce n'est pas ça. On vise l'excellence ici. Donc, lorsqu'on veut avoir ce genre de résultats, on est obligé de prendre des décisions fermes. C'est non négociable. À un moment donné de sa vie, il faut apprendre à prendre ces décisions. Et je crois que c'est un message aussi qu'il faut de plus en plus transmettre à nos jeunes, de plus en plus transmettre aux personnes même de notre génération, qu'un homme se bâtit par sa capacité à être ferme face à ses décisions et à assumer ces décisions-là, quoi qu'il arrive. J'ai eu plusieurs opportunités où j'ai failli abandonner. J'ai eu des moments où j'ai perdu de l'argent. Même en janvier, là, j'ai perdu près de 20 millions de francs CFA, alors que je n'avais pas prévu ça.
Donc, lorsqu'on traverse des coups comme ça, on se dit, j'abandonne, je laisse tomber, je passe à autre chose, j'essaye d'autres choses. Et quand tu te dis, j'essaye d'autres choses, tu te retrouves en train de faire 10 000 choses à la fois et tu ne performes pas. Jack of all trades. Mais quand tu es ferme sur ta décision, tu te dis, OK, je suis tombée maintenant, mais je vais me relever. Je vais persévérer, je vais y arriver. Ce qui est sûr est que si je continue, je finirai bien par avoir quelque chose de satisfaisant. Et on persévère et c'est sûr, on va arriver au bout du tunnel. Très bien, excellent. Si on persévère, on arrive au bout du tunnel et il faut persévérer parce que les challenges arrivent. Aujourd'hui, on connaît Marthe Karine qui est assez connue, assez populaire. C'est plus de 250 000 abonnés en cumulé sur ces plateformes. Marthe Karine, c'est plusieurs entreprises, c'est plusieurs pays, c'est plusieurs livres édités. Ce sont des conférences partout dans le monde. Mais pouvez-vous revenir sur un ou deux challenges réels que vous avez connus, des défis réels auxquels vous avez dû faire face pour nous édifier? Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de cette perte d'argent que je n'ai pas prévue au mois de janvier. En dehors, en fait, c'est surtout la perte d'argent. C'est surtout les pertes d'argent parce qu'étant femme entrepreneur, c'est important de bien réfléchir avant de poser certains actes. Et lorsqu'on perd de l'argent, ça veut dire que il y a des projets qui vont en prendre un coup. Il y a des personnes même qui vont en prendre un coup. Donc, à cette période, quand j'ai eu ce coup-là, où j'ai perdu de l'argent en Afrique, j'ai perdu de l'argent au Canada aussi. Quand j'ai vécu ça, c'était vraiment challengeant pour moi parce que toutes mes prévisions ne laissaient pas apparaître cette faille. Donc, lorsque cette faille se présente, j'en prends un coup. Mes équipes qui sont au courant de ce qui se passe en prennent un coup. Ils commencent à perdre confiance et commencent à remettre en cause l'activité. Et je suis une jeune entreprise parce qu'il faut savoir que quand tu n'as pas encore fait 10 ans dans le secteur, tu es encore fragile. Donc, je suis une jeune entreprise, je prends des jeunes talents, je prends des jeunes cerveaux qui auraient pu aller ailleurs. Voilà, ce sont des jeunes qui chassent des opportunités. Donc, je leur partage ma vision, je leur dis, on va y arriver, voilà le plan d'action, voici ce qu'on va faire, on va y arriver. Sauf qu'entre-temps, il y a ce coup dur qui arrive. Et il faut les rassurer. Il faut leur montrer que malgré ce coup, on va y arriver. Mais moi-même, en tant que femme, je dois gérer mes émotions. Et je crois que les femmes sont quand même très émotives et laissent facilement transparaître les émotions. Et en milieu professionnel, lorsque tes émotions ne sont pas bonnes, ça peut quand même avoir un effet sur d'autres personnes. Donc, entre-temps, il me faut gérer tout ça. Il me faut replanifier. Il me faut ajuster certaines choses. Il me faut annuler aussi d'autres choses. Et au-delà de tout, il me faut continuer à payer les salaires. Il faut continuer à payer les salaires parce que je crois fermement que lorsque tu engages des gens dans un projet, tout travailleur a droit à son salaire, quoi. Il faut payer le salaire des gens. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc, ça me prend plus de travail, ça me prend plus de concentration, ça me prend de surpasser mes émotions, ça me prend de donner de la joie, ça me prend de rassurer les gens, ça me prend de former même les gens pour la situation de crise. Je me rappelle à ce moment, j'ai institué des formations tous les vendredis, où tous les vendredis, pendant 2 heures de temps, je formais mes équipes juste pour les motiver, juste pour leur transmettre cette bonne humeur, cette foi, cette envie d'aller encore plus loin. Et puis, c'est comme ça qu'on a pu traverser cette période. Et puis, on a créé de nouvelles opportunités parce qu'il faut savoir que lorsque une porte se ferme, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, quoi. Et à ce même moment, j'ai appris à travailler sur mon leadership. Je me suis rendu compte que il n'y a aucun développement professionnel possible sans se développer en tant que leader, sans développer son leadership. Parce que la qualité de tes performances professionnelles dépend du style de leadership que tu uses. Ça dépend de ton niveau de leadership et ça dépend aussi de la qualité de personnes qui se connectent à toi. Pour être excellent, on a besoin de s'entourer des personnes plus excellentes que soi, ou bien des personnes qui ont presque le même niveau d'excellence que soi. Mais pour que cette personne excellente se soumette à ton leadership, accepte ton leadership, il faut que tu aies un certain niveau. Il faut que tu puisses les challenger. Sauf que
ce ne sont pas des choses qui arrivent par hasard. Ce ne sont pas des choses qui arrivent parce qu'on a imaginé. Ce ne sont pas des choses qui arrivent lorsqu'on reste couché dans son lit. Il faut sortir, il faut se former, il faut se challenger, il faut s'ajouter de la valeur. Donc, à cette période, j'étais dans les formations de John Maxwell, je suivais le coach Raphaël, je suivais ses conseils, je prenais des coachings avec lui, je discutais avec lui régulièrement pour pouvoir effectivement m'élever à ce niveau. Et je crois que j'ai quand même traversé cette période-là. Et puis, on avance pour d'autres choses, quoi. Les challenges ne sont pas finis, ça c'est sûr. Je sais qu'il y en aura encore parce que plus on évolue, plus on rencontre de nouveaux Goliaths. Je suis prête, je suis prête. Je suis prête. Je suis prête, Phil. C'est génial. Et du coup, toutes ces expériences-là mises bout à bout, tous ces challenges, tous ces défis, toutes ces difficultés que vous rencontrez et ces succès également que vous célébrez sur votre parcours, comment est-ce que vous pourriez matérialiser cela et nous donner une certaine formule de la réussite? Qu'est-ce qui aujourd'hui est pour vous les éléments, les ingrédients clés pour performer dans une activité comme la vôtre ou réussir en entrepreneuriat? Très bien. Alors, aujourd'hui, ma définition de la réussite en entrepreneuriat n'est pas la même que j'avais il y a 5 ans. Il y a 5 ans, par exemple, et certainement, ça va surprendre plusieurs personnes. Ils vont peut-être pas me reconnaître. Pour la petite histoire, les gens m'appellent la présidente des millionnaires. D'autres m'appellent la présidente des milliardaires. Alors, il y a 5 ans, sincèrement, tu m'appelles comme ça va me plaire, je suis contente, tout ça. Pourquoi? Parce que il y a 5 ans, pour moi, la réussite en entrepreneuriat, c'était amasser beaucoup d'argent, regarder son compte bancaire, voir qu'on a beaucoup d'argent, avoir la capacité de voyager comme on veut, voilà, d'acheter ce qu'on veut, de se faire plaisir comme on veut, quoi. C'était ce que je voulais. Oui. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai beaucoup évolué à ce niveau. Pour moi, lorsqu'on parle de succès, lorsqu'on parle de réussite, c'est premièrement la capacité d'être équilibré. Équilibré sur 5 aspects. 5 aspects. Le premier aspect, c'est sur le plan spirituel, parce que je pense que tout être, aucun être humain n'est arrivé sur la terre de lui-même. Aucun être humain ne s'est créé lui-même. Donc, à un moment donné, il faut reconnaître qu'on vient quand même d'un créateur et il y a une relation à établir avec ce créateur, une relation à entretenir avec ce créateur. Donc, le premier plan de succès sera sur le plan spirituel. Le deuxième sera sur le plan de la famille, parce que je pense qu'il y a quand même un équilibre à constituer sur le plan de sa famille pour être en paix, pour être équilibré, pour être heureux et pour bien dormir le soir. Le troisième point, ce sera au niveau des finances, bien entendu. Une personne qui a la capacité d'avoir des choix, c'est effectivement parce que cette personne a le moyen de supporter ses choix. Et qui dit moyen, dit argent. Donc, sur le plan des finances, il faut avoir quand même cet équilibre. Le quatrième point sera au niveau de la santé. Voilà. Si tu as beaucoup d'argent et que tu es malade, ne me dis pas que tu es prospère, ne me dis pas que tu es heureux, ne me dis pas que tu es satisfait, parce que tu ne peux même pas profiter de cet argent. Donc, au niveau de la santé, il faut quand même un certain équilibre, il faut s'intéresser à sa santé. Et le dernier point sera au niveau de la relation avec les autres. Je pense que à un moment donné de la vie, il faut construire son cercle, quoi. Avoir sa communauté, avoir des personnes qui ont les mêmes idéaux que nous, avoir des personnes avec qui on s'entend et sur qui on peut compter. Très important. Des personnes qui peuvent compter sur nous et des personnes sur qui aussi nous, on peut compter. C'est très important. Donc, pour moi, lorsque je vois un équilibre au niveau de ces 5 points, je me dis, voici une personne qui a réussi, voici une personne qui est prospère, voici une personne qui est équilibrée, voici une personne à qui je veux ressembler. Voici, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça la réussite. Donc, moi, aujourd'hui, quand je réfléchis, lorsque j'avance, lorsque je me bâtis au niveau professionnel, lorsque je bâtis mes entreprises, j'essaie toujours d'avoir cette stabilité à tous ces niveaux. C'est la raison pour laquelle je vais beaucoup performer en entreprise, mais à un moment donné, je vais me retirer pour m'occuper de ma famille. Je vais me retirer pour m'intéresser à mon mari, pour être là pour lui, pour être une bonne épouse pour lui. Je vais me retirer pour être cette mère auprès des enfants, auprès de ceux qui comptent pour moi, cette belle-sœur, cette belle-fille, cette fille auprès de ma mère, par exemple. C'est important de préserver ça.
Au niveau des finances également, je vais m'atteler à fixer le chiffre d'affaires que je veux obtenir. Parce que dans les affaires, on ne fait pas les affaires par hasard. On fait les affaires avec des objectifs. Moi, par exemple, chaque année, je me fixe un chiffre d'affaires que je vais avoir à la fin de l'année. Je me fixe un chiffre d'affaires que je vais avoir à la fin du mois. Je me fixe le nombre d'employés que je veux recruter. Et quand je pense en termes d'employés, ce n'est pas juste des employés qui viendront travailler pour moi, mais je les vois en termes de personnes que Dieu va m'utiliser pour transformer leur vie. Dieu va m'utiliser pour pouvoir subvenir à une source de revenus dans leur famille, cette source de revenus sur laquelle ils pourront compter, cette source de revenus sur laquelle leurs enfants également pourront compter. C'est la raison pour laquelle je ne badine pas avec les paiements des salaires. Je suis tellement fidèle à ce niveau. Donc, quand je crée des sources de revenus, c'est pour apporter une plus-value dans la société, c'est pour apporter ma pierre dans la construction de l'édifice dans la société. Donc, au niveau de la santé, oh my God, je suis tellement méticuleuse, je suis devenue très méticuleuse à ce niveau. Par exemple, avant de venir faire cette interview, je suis allée 45 minutes pour courir un peu, pour faire des étirements, venir boire de l'eau, j'ai mes bouteilles d'eau à côté, là, pour m'assurer que mon corps est en bonne santé. Parce que si tu veux avoir une grande destinée, si tu veux fulfill cette grande destinée, tu dois t'occuper de ton corps. Donc, c'est très important que tout cela soit aligné. Et c'est tout ça qui me permet de performer, c'est tout cela qui me permet de continuer à avancer, c'est tout cela qui me permet d'avoir des bonnes idées. Très important. Parce que la richesse vient de ta capacité à avoir des bonnes idées et à matérialiser ces idées-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ton cercle d'amis, les personnes qui sont autour de toi, je pense que si tu t'entoures de 5 sages, tu seras le 6e sage. Tu t'entoures de 5 insensés, tu seras le 6e insensé. Donc, c'est important pour moi aussi de choisir les personnes qui partagent mon temps, les personnes que j'écoute au quotidien, les personnes avec lesquelles je m'identifie pour continuer à avancer et avoir cette stabilité émotionnelle, quoi. Excellent. Voilà. Excellent. C'est super ça. Merci pour ce partage. Je retiens donc ces 5 points d'équilibre qu'il faut réussir à trouver entre le spirituel, la famille, les finances, la santé et bien entendu le relationnel avec son entourage. C'est excellent. Matt-Karine, nous sommes sur une aventure, nous sommes sur un plateau qui met en avant la transformation de l'Afrique. Je sais que c'est une question qui vous parle beaucoup. Pour vous, quelles sont les bases d'une véritable transformation définitive d'une Afrique solide? Très bonne question. Très bonne question. Alors déjà, effectivement, nous sommes sur le plateau de I Transform Africa, un projet qui a été initié cette année et qui compte propulser le leadership des jeunes Africains dans les années qui suivent. Un projet que je soutiens, que j'admire énormément. Alors, je pense que en ce qui concerne les bases pour le développement de l'Afrique, l'une des premières notions, c'est celle du patriotisme. Le patriotisme. Je pense que pour que nous soyons des Africains responsables, des Africains qui luttent pour le développement de l'Afrique, sans que quelqu'un ne soit derrière pour dire « Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as oublié de faire ça? Est-ce que tu ne veux pas faire ceci? » tout ça. Il faut que nous ayons l'amour pour nos pays, l'amour pour l'Afrique. Et c'est une notion que nous devons de plus en plus inculquer. Savoir aimer sa patrie, savoir aimer d'où on vient, savoir aimer son continent. Aujourd'hui, quand je me définis, je ne me définis pas comme une Camerounaise, bien qu'étant originaire du Cameroun. Je me définis comme une fille de l'Afrique, comme un enfant de l'Afrique. Je me sens tout autant ivoirienne qu'une ivoirienne. Je me sens tout autant sénégalaise qu'une sénégalaise qui est née au Sénégal. Parce que c'est ma vision, c'est comme ça. Avant la colonisation, l'Afrique ne formait qu'un bloc. Ce n'était qu'un bloc. Nous, on s'appelait frères, on s'appelait sœurs. Voilà. On était des frères et des sœurs. Mais c'est après la colonisation qu'il y a eu ce partage, qu'il y a eu cette délimitation et on a commencé à appeler tel pays. Voilà. Je ne remets pas ça en cause. Aujourd'hui, voilà, je ne veux pas rentrer dans tout ça, cette géopolitique-là. Mais je veux tout simplement appeler notre sens du patriotisme, notre sens de l'amour en tant que frères et sœurs pour dire qu'à un moment donné, il faut avoir cet amour
pour son pays, savoir bien parler de son pays, savoir renvoyer l'image positive de son pays, l'image positive de son continent. Vous savez, des fois, quand tu te balades dans certaines rues de la France, certaines rues du Canada, tu te demandes si tu es vraiment en Beng, comme on dit au Cameroun. Tu te demandes si tu es vraiment en Occident parce que tu vois une image qui est différente de ce qu'on t'a montré dans les médias, une image qui n'a rien à voir des gratte-ciel qu'on a passé le temps à te vendre. Tu vois la pauvreté à l'état pur, mais jamais ils ne viendront montrer ça dans leurs médias. Jamais ils ne viendront propulser ce genre d'image. Pourquoi? Parce qu'ils sont soucieux de la bonne image qu'ils veulent renvoyer. Ils sont patriotes, en fait. Donc, à un moment donné, nous aussi, nous devons apprendre à se positionner de cette façon. Nous devons apprendre à avoir cet amour tellement grand, de telle sorte que nous filtrons les informations que nous transmettons, nous filtrons les images, nous filtrons les idéologies même que nous mettons en avant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'amour entre nous. Oui, l'amour entre nous, frères africains. Malheureusement, c'est quelque chose sur laquelle nous devons beaucoup travailler. Savoir se supporter, savoir se tolérer, savoir s'accepter, savoir s'encourager. C'est très important. Le projet de mon frère, c'est également mon projet. Si mon frère réussit dans les affaires, c'est nous tous qui gagnons. Si mon frère est célébré, c'est toute l'Afrique qui est célébrée parce que, voilà, c'est le continent qui sera mis en avant, c'est la communauté qui sera mise en avant. Très important. L'amour du travail bien fait et bien fini. Ça aussi, c'est une valeur que nous devons apprendre à cultiver dans notre communauté. Savoir travailler, savoir que rien de grand ne s'obtient du jour au lendemain. Il n'y a pas de succès micro-ondes. Il n'y a pas de succès qui va arriver avec le moindre effort. On ne bâtit pas des entreprises pérennes avec la médiocrité. Ça prend du travail. Ça prend un travail consistant sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, des fois même sur 30 ans. Des fois, c'est toute une vie. Je prends souvent, pour exemple, nos dévanciers dans les affaires, les Kadji Photo, les Photo Victor, les Camerounais vont les reconnaître pour dire que ce sont des gens qui ont dédié toute leur vie à bâtir la fortune. Donc, ça prend du temps, en fait, pour bâtir la fortune. Ça prend du travail et il faut être prêt à accepter de travailler. Malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, de plus en plus, il y a la propagande du succès micro-ondes, de la richesse micro-ondes. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, aujourd'hui, si je réussis à avoir les revenus que je réussis à avoir, c'est parce que j'ai commencé en 2016 dans une petite chambre, étant maman célibataire. Mais les gens viendront voir, oh, c'est la grande dame qui voyage aujourd'hui, qui recrute, qui fait ceci. Mais elle a commencé quelque part. En 2007, j'étais non-name. Personne ne me connaissait. Mais je travaillais, je faisais déjà quelque chose. J'ai commencé mon entreprise. Et aujourd'hui, cette entreprise a fait son bonhomme de chemin. Ça n'a même pas encore atteint le niveau que je vais atteindre. Mais je continue à travailler. Je continue à avoir 7 heures de travail par jour, qu'il pleuve, vente, neige. Il y a des tâches que je dois faire chaque jour, quel que soit le milieu où je me trouve, quel que soit mon état de santé, quel que soit l'endroit du monde où je me trouve. Donc, nous devons apprendre ce genre de choses et savoir se donner du temps pour arriver aux performances. Et également, l'amour de l'excellence. Oui, je crois qu'en Afrique, comme j'ai dit tout à l'heure, on aime beaucoup la médiocrité. Pourtant, le changement efficace passe par l'excellence. Nous devons plus regarder à l'excellence. Lorsque tu construis une maison, que le design soit excellent, que les matériaux soient excellents, que le travail soit excellent. Lorsque tu fais une route, que ce soit excellent. Lorsque tu mets sur pied une formation pour ceux qui sont dans le circuit des formations de l'infoprenariat, que ce soit excellent, que ton travail soit excellent, que ta marque de fabrique soit l'excellence. C'est l'excellence qui fera en sorte qu'on puisse côtoyer, on puisse tutoyer ces grands sur la scène internationale. C'est l'excellence qui fera que un jour, on puisse nous citer pour exemple sur la scène internationale. Donc, je pense que si on prend en compte tous ces aspects, on pourra effectivement se démarquer.
Excellent, excellent, excellent. Les amis, vous êtes là, vous êtes connectés. N'hésitez pas à poser des questions. Nous avons l'occasion de les adresser directement à notre invitée, Mme Karine, qui pourra y répondre. Elle nous partage justement 3 piliers essentiels pour construire une Afrique forte. C'est d'abord l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour du continent. C'est l'amour mutuel également, l'amour entre nous, l'amour avec les autres. Et enfin, c'est l'amour du travail. Le travail bien fait, le travail bien fini, le travail dans toute sa mesure d'excellence. Donc, 3 piliers. Mme Karine, moi, j'aimerais savoir comment on fait pour aimer son pays malgré les situations qu'on peut traverser. Comment est-ce qu'on peut aimer son pays quand on voit des scènes de corruption au quotidien? Comment on peut aimer son pays quand on est là et qu'on n'a pas de travail, tous les cousins, tout le monde est à la maison? Comment on peut aimer son pays quand on est inondé chaque année? Comment on peut aimer son pays, quelles que soient les circonstances? Très bonne question. Et pour ça, je vais faire une petite anecdote. Je vais te partager une petite anecdote. Je me rappelle une fois, avec ma mère, nous sommes allés au village voir ma grand-mère. Et avant d'aller au village, j'avais une amie qui n'était pas camerounaise et qui me disait tout le temps, je veux un jour aller dans un village, je veux venir dans ton village et tout. Et pour ce voyage, ma mère avait dit, on ne va pas la mener, on va juste aller entre nous. Et lorsque nous sommes arrivés au village, dans la maison de ma grand-mère, et à l'époque, vraiment, c'était une maison style village, quoi, c'est-à-dire avec le foyer au milieu de la case, comme ça, où on fait le repas et tout le monde s'assoit pour manger. Et entre-temps, les chèvres rentrent, les poules rentrent dans la maison. C'était vraiment ça. Et ce soir, on se retrouve pendant qu'on est en train de manger. Il y a ces chefs qui rentrent, effectivement. On est en famille, on est tout simplement à l'aise. Et ma mère me demande comment tu te sens. Je dis, je me sens tellement bien, maman. J'aime les prunes que je suis en train de manger. J'aime mon maïs braisé que je suis en train de manger. Et elle me dit, si ton ami était ici, est-ce que ton ami allait supporter tout ce qui est en train de se passer? Je dis, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Elle me dit, mais pourquoi toi tu supportes? Je dis, mais parce que c'est chez nous, c'est chez notre grand-mère. Je suis à l'aise, je suis contente. Juste être avec toi, avec la grand-mère, mes cousins, mes cousines et tout, je suis contente. Et elle m'a dit, effectivement, quand tu es chez toi, tu ne regardes pas tout le reste. Quand tu es chez toi, tu profites d'abord de la joie de te sentir chez toi. Tu profites de ça. Je t'assure qu'aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans et je pense toujours à ça. À chaque fois, je pense toujours à cette image-là et je me dis, on est toujours bien chez soi. On est toujours bien chez soi, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, quel que soit le mauvais vent qui peut passer entre-temps, on est toujours à l'aise chez soi. Donc, pour dire que chez toi, c'est chez toi, il y aura la corruption, il y aura les détournements, il y aura l'insalubrité, il y aura la médisance, il y aura, je ne sais pas, tout ce qu'on peut rencontrer, mais ça reste de chez toi. Et il y a cette phrase que je me suis dite en 2020, avant d'aller organiser la Business Tour en Afrique. Cette phrase revenait toujours dans mon esprit. Ne te demande pas ce que le pays a fait pour toi, mais demande-toi ce que tu as fait pour le pays. Excellent. Parce qu'en fin de compte, le pays, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Le pays, c'est sa population. C'est nous autres. Donc, comme on dit, ce qui fait une école, ce n'est pas le nom de l'école, mais c'est les performances de ceux qui sont dans cette école. C'est ça qui fait une école. Donc, c'est la même chose pour un pays. Ce qui rend un pays grand, un pays prospère, un pays puissant, c'est la qualité de ses habitants. Donc, aujourd'hui, je suis plus concentrée à voir la qualité des habitants, la qualité du style de personnes qui constituent le pays, y compris moi. Donc, si je suis une meilleure personne aujourd'hui, il y a de fortes chances que dans 5 ans, mon pays soit un meilleur pays. Donc, je suis concentrée sur la meilleure personne que je dois devenir, les meilleures personnes qui sont autour de moi, les personnes que je vais impacter pour que effectivement le pays puisse avoir cette génération qui se lève, des nouvelles personnes qui se lèvent, des nouveaux talents qui se lèvent, des nouvelles visions, des nouvelles façons de penser, des nouvelles idéologies qui se lèvent pour effectivement prendre le pouvoir et changer les choses. Changer les choses, oui, tout à fait, par la responsabilité, la prise d'initiative personnelle individuelle. Alors, nous avons commencé par recevoir des questions. Marie-Joséphine dit super talk, félicitations, merci beaucoup Mme Karine pour ton partage. Peux-tu partager avec nous
un programme type de la journée de la femme entrepreneur que tu es? Wow! Programme type de la femme entrepreneur que je suis. Alors, quand je me lève le matin, première des choses, je vais prier, je vais rendre grâce à Dieu pour la journée. On se lève autour de quelle heure? Et je me lève autour de 6 heures, Très bien, généralement. très 6 bien. heures. Sauf le lundi où je dois me lever à 4h30, 5h à tout casser parce que le lundi, c'est la journée des réunions. Et tenant compte du décalage horaire, je dois me lever assez tôt pour rattraper les réunions du côté de l'Afrique, donc, sauf le lundi. Donc, je vais me lever, je vais prier. Et quand je prie, je me rappelle que chaque jour, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle opportunité pour moi et j'ai des nouvelles chances, des nouvelles bénédictions qui viennent auprès de moi. Super. D'abord. Donc, je vais prier, je vais faire mes proclamations. Ensuite, je vais me lever, je vais aller courir, généralement avec mon fils, parce que ça lui permet aussi de se dégourdir, de courir, de profiter du bon vent qui passe. Donc, je vais courir pendant 45 minutes à peu près. Quand je reviens, je vais prendre 2 bouteilles d'eau, comme ça, d'un coup. Et bouteille d'eau tiède, précision, très important. Ça favorise la digestion. Donc, je vais prendre 2 bouteilles d'eau tiède comme ça et je vais m'apprêter, je vais commencer à travailler. Donc, à partir de 9 heures, tout doit être fait. Ma maison doit être prête, ma maison doit être arrangée. Il faut savoir qu'ici au Canada, je n'ai pas d'aide à la maison, je n'ai pas de femme de ménage, je n'ai pas de chauffeur, je suis toute seule. Je cumule femme d'affaires, femme au foyer, maman, tout ça. Donc, je dois être organisée. Donc, avant 9 heures, tout doit être prêt, normalement. Et à partir de 9 heures, je commence avec mes rendez-vous. Je vais discuter avec les équipes, discuter avec mes fournisseurs, discuter avec les clients, organiser tout ce qu'il y a à organiser. Je vais travailler jusqu'à à peu près 13 heures. De 13h à 14h30, je vais prendre ma pause. Pendant ma pause, c'est le moment de faire la cuisine. Je n'aime pas les cuisines de plus d'une heure. Ma cuisine, ça doit être 1 heure. Que ce soit le héros que je dois préparer, un plat typique camerounais, que ce soit, je ne sais pas, une crêpe que je dois faire, n'importe quoi, ça doit être dans 1 heure. À plus d'1 heure, ce n'est pas pour moi. Donc, je vais tout faire là pendant 1 heure. On va manger et après, je vais recommencer à travailler jusqu'à 17h. Et après 17h, je ne veux plus le téléphone qui sonne, je ne veux plus être à côté de mon ordinateur, je ne veux plus rien. Je veux profiter de ma famille après 17 heures. Et les horaires du Canada m'arrangent beaucoup parce qu'effectivement, après 17 heures, on est déjà à 22 heures du côté de l'Afrique. Donc, tous les programmes sont déjà passés. Je peux profiter tranquillement de la famille. Je vais regarder une petite série peut-être avec mon mari. On va causer, on va juste profiter. Et entre-temps, si j'ai un peu de force là, je vais suivre des enseignements parce que je suis toujours en train de m'ajouter de la valeur, en train de suivre des enseignements, que ce soit des enseignements sur des plateformes privées, que ce soit sur des plateformes comme YouTube, qui sont des plateformes publiques. Je vais suivre ça et je vais dormir vers 23 heures à peu près. Donc, voilà ma journée type. Et il faut savoir que dans la journée et aussi, dépendamment des jours, je vais aller au parc, je vais aller jouer avec mon fils, on va aller faire des courses. S'il y a des invitations le week-end, par exemple, on va y aller. Donc, j'essaye toujours d'être vraiment équilibrée, mais surtout d'être très organisée. Si je dois travailler, je dois travailler. L'heure du travail, c'est l'heure du travail. Excellent, excellent. Merci pour le partage. Les questions continuent d'arriver. Merci à Matt Karim pour son talk. C'est Pia qui demande quel conseil vous donneriez à une jeune fille de 16 ans? 16 ans passionnée par le commerce en général et le commerce en ligne en particulier. Et je sais que là, on tombe en plein dans le mille. Très bien. Première des choses, une jeune fille de 16 ans, d'abord, je vais donner des conseils en général. Une jeune fille de 16 ans, je dirais, travaille beaucoup sur toi, sur ton estime de toi-même. D'abord, sur ton estime de toi-même. Même si tu dois faire les affaires ou bien poursuivre une carrière, travaille sur ton estime de toi-même. Sache qui est-ce que tu es et sois concentré à devenir cette bonne personne ou bien cette personne de valeur dans la société. C'est très important parce que dans la société, à certains moments, tu auras des opportunités qui vont tester tes valeurs. Tu auras des choses qui vont arriver pour te faire abandonner ces valeurs. Donc, déjà, sois concentré à ce niveau. Ensuite, au niveau du e-commerce, c'est vrai qu'à cet âge, je dirais d'abord de te concentrer sur tes études parce que tu dois finir tes études, au moins tes études secondaires.
et entamer les études supérieures, donc vraiment finir tes études. Et si tu es déjà au niveau du supérieur, je dirais commence par des petits produits. Voilà, il y a des produits que tu peux commencer avec un budget de 50 000 francs, par exemple. Tu commences avec ces produits. Je favoriserais beaucoup plus les ventes le week-end. Donc, si tu es dans un lieu où il y a des marchés du samedi, vas-y, va vendre là-bas. Pourquoi je dis ça? Parce que tu dois développer la capacité de vendeuse, très important, de vendeuse en présentiel pour être prête aux objections. Les gens vont te dire non. Les gens vont te dire ça ne me convient pas. Les gens vont te dire c'est trop cher. Les gens vont te dire tu es trop petite. Les gens vont vouloir te duper. Les gens vont vouloir, mais c'est tout ça qui va faire ta formation. À ce moment, tu ne cherches pas à être super riche, mais tu cherches à avoir les capacités qui te permettront d'amasser ta fortune plus tard. Donc, vas-y d'abord sur un marché en présentiel, accueillir toutes ces objections, mais réaliser un chiffre, réaliser des ventes. Donc, une fois que tu as travaillé cet aspect de toi-même, une fois que tu as succombé à toutes ces objections et que tu restes debout, à ce moment, je vais te dire, essaye d'aller en ligne. Parce qu'en ligne, tu pourras, avec l'intelligence émotionnelle que tu as construite, l'intelligence financière que tu as eu à construire de cette expérience, tu pourras mettre sur pied des stratégies pour facilement contrôler tes clients. Parce que la vente, c'est ça. C'est un contrôle sur le plan émotionnel et sur le plan logique. Donc, tu pourras mettre sur pied cette stratégie pour effectivement contrôler ces clients et les amener à acheter tes produits. Tu pourras utiliser effectivement les plateformes comme Facebook, des plateformes, des sites web en ligne, des plateformes comme TikTok, effectivement, pour pouvoir faire connaître ton produit et vendre ton produit. Donc, ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie que je te conseillerais, si effectivement tu continues à être motivé, tu veux toujours grandir dans les affaires, vas-y pour créer une marque. Très important. Donc, tu auras déjà eu le temps de voir quels sont les produits qui marchent, qu'est-ce qui marche chez toi, que tu as essayé qui marche, qu'est-ce que les autres que tu as observé depuis peut-être 2 ans, depuis 3 ans ont fait et qui a marché. Tu pourras voir quel est ce produit qui reste stable depuis des années et tu vas te concentrer à bâtir une marque sur ce produit. Et il faut savoir que quand on bâtit une marque, on n'est pas obligé de mettre son image en avant. Tu peux bâtir une marque et personne ne sait que c'est toi. D'accord? Donc, voilà les petits conseils que je peux donner à cette personne. Excellent, excellent. Il y a Diallo qui, depuis le Burkina, nous demande comment élever son leadership. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. Comment élever son leadership pour réunir une équipe afin de fédérer les forces pour bâtir une entreprise pour ceux qui veulent se lancer pour leur première fois. Il y avait une deuxième question aussi qui était un peu dans le même sillage. C'est Boukari qui demande quel conseil pour une personne qui veut se lancer en entrepreneuriat. Alors, ça, c'est 2 questions différentes. Comment élever son leadership et comment se lancer dans l'entrepreneuriat? Comment élever son leadership? Première des choses, prendre une décision ferme. Parce que le parcours de grandir en leadership est difficile. Ça fait mal. C'est des habitudes qu'on va aller changer. C'est des nouvelles habitudes qu'on va adopter et ça peut souvent faire mal parce que les habitudes ont la peau dure. Donc, il faut déjà prendre une décision ferme. Deuxième des choses, il faut localiser un leader qui nous dépasse et se mettre sous son leadership. Alors, à ce niveau, ça va t'amener à passer le test de l'humilité et de ta capacité à sortir de ta zone de confort. Donc, sous le leadership de ce leader, il faudra courir au rythme de ce leader et ça peut souvent être difficile. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est s'éduquer. Voilà, c'est s'éduquer en lisant. Il y a des livres que vous pouvez lire. Il y a des livres, il y a des excellents livres de John Maxwell que vous pouvez lire et d'autres leaders aussi. Et même de moi-même, d'accord? Parce que j'ai quand même écrit 2 livres. Bien sûr. Mon premier livre, Les 2 clés du succès, je vous recommande ce livre-là. Donc, il y a des lecteurs, il y a des auteurs comme ça qu'il faut lire régulièrement, au moins une fois par mois, les lire, les suivre en ligne. Il y a le coach Raphaël, par exemple, ses interventions en ligne sur ces différentes plateformes, les suivre, par exemple, assister à des conférences, par exemple. Donc, ça, c'est un travail qu'il faut mettre sur pied pendant au moins, je dirais, 4 mois. 4 mois non-stop.
À partir du 4e mois, la deuxième étape sera de toi-même te positionner en leader et d'avoir des personnes sous ton leadership. Ce qui est sûr est qu'au fur et à mesure que tu vas devenir une nouvelle personne, les gens qui sont autour de toi vont remarquer le changement. Les gens autour de toi vont remarquer l'évolution, vont remarquer la transformation positive. Et il faut savoir que toute transformation positive est comme de l'aimant. Ça attire d'autres personnes, naturellement. Ça attire d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle les leaders performants, naturellement, ont des suiveurs. Ils ne demandent pas à d'autres personnes de venir les suivre, mais nécessairement, ces personnes vont venir et vouloir se soumettre au leadership de ce leader performant. Donc, il y a des gens qui viendront vous poser des questions, vouloir être sous votre leadership. Il faut accepter ces personnes et se positionner effectivement comme mentor pour aider ces personnes-là. Donc, le faire aiguise le faire. Étant donné que ce sont des gens qui aspirent au leadership aussi, ce sont des gens qui poursuivent un certain niveau de leadership, ces personnes vont t'amener à te développer, à te découvrir et à continuer à avancer. Et il faut savoir qu'on ne finit pas de se former dans le leadership, on avance chaque jour et c'est une quête permanente, quoi. Donc, ça, c'est pour la première question. La deuxième question, comment se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, première des choses, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est un moyen qui a été créé pour apporter de la valeur à la multitude. Première des choses, pour apporter la valeur à la multitude. Et plus tu apportes la valeur à une multitude, plus tu es riche. Mark Zuckerberg fait partie des grandes fortunes du monde entier aujourd'hui parce qu'il satisfait une multitude. Bill Gates fait partie des grandes fortunes aujourd'hui parce qu'il satisfait une multitude. Mad Karine est en train de se positionner parmi les fortunes de sa génération aujourd'hui parce qu'elle est en train de satisfaire une multitude. D'accord? Donc, si tu te concentres à créer un service qui sera acheté ou bien un produit qui sera consommé uniquement par les gens de ta famille, par tes amis et ceux qui te connaissent, c'est clair que tu ne vas pas vraiment performer comme tu veux. Mais si tu vises conquérir toute la Côte d'Ivoire, tu vises conquérir toute l'Afrique de l'Ouest, tu vises conquérir toute l'Afrique et même tout le monde entier, tout un continent, c'est sûr que tes aspirations seront élevées et ton niveau de performance doit effectivement atteindre ce niveau d'aspiration pour que tu puisses avoir un certain revenu dans ton entreprise. Donc, ça, c'est la première idée qu'il faut avoir. Et quand tu as ce genre d'idée, ça détermine quel genre de projet tu vas choisir. Quel genre de projet, dans quel genre de projet tu vas te concentrer. Ici, je n'ai pas encore parlé d'argent. Je n'ai pas encore parlé du capital à avoir. Pas encore. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le mindset. C'est jusqu'où est-ce que tu as aligné ton mindset, jusqu'où est-ce que tu as élevé ton mindset. Il y a des gens qui vont s'engager dans des projets immobiliers, des centaines de millions, alors qu'eux-mêmes, dans leur poche, ils n'ont pas 1 million. Mais parce qu'ils auront aligné leurs énergies tellement haut, ils vont attirer une catégorie de personnes. Ils vont se retrouver en train de gérer certains patrimoines. Et ce sera leur porte d'entrée dans l'immobilier. Et avec la loi de l'épargne, ils vont mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir leur propre bien plus tard. Donc, ça, c'est très important, la psychologie autour. Ensuite, il y a la loi des connexions dans l'entrepreneuriat. Je pense que si tu dois performer dans les affaires, tu dois te connecter aux bonnes personnes. Très important. Une bonne personne te donnera une bonne information. Une bonne personne te dira, en ligne aujourd'hui, tu peux aller chez Alibaba. Alibaba, le site qui a rendu plusieurs personnes millionnaires aujourd'hui, tu peux aller chez Alibaba, trouver un produit et commencer à vendre ce produit en dropshipping, commencer à vendre ce produit en e-commerce. C'est une information, mais c'est une information qui change la vie de plusieurs personnes. Mais cette information vient du fait que tu t'es connecté à des bonnes personnes. Donc, ça, c'est la deuxième loi. La troisième loi, pour moi, sera la loi de la première graine. Je vais expliquer. La première graine. Ou alors de ta première chèvre. Je tire cette loi du livre de Ricardo Kanyama, qui est un self-made aujourd'hui en Afrique, que j'admire beaucoup, j'admire son parcours. Il fait comprendre que sa mère avait voilà, effectivement, la chèvre de ma mère. Sa mère avait une chèvre qu'elle avait héritée de son père.
Et sa coépouse aussi avait sa chèvre. Mais sa coépouse s'est empressée à tuer la chèvre, à consommer la chèvre avec ses enfants. Mais la mère de Ricardo, de son côté, avait compris que si demain, elle a envie de sortir de la pauvreté, si demain, elle aspire à avoir plus, il faut qu'elle garde sa chèvre. Il faut qu'elle préserve sa chèvre et que cette chèvre puisse se multiplier. Entre-temps, ses enfants lui disaient, maman, nous avons faim, tu la chèvre, nous avons faim, nous voulons manger, pourquoi tu ne fais pas comme ta épouse? Est-ce que tu nous aimes vraiment? Nous avons faim. Elle dit, mes enfants, si vous voulez que nous sortions de cette pauvreté, si vous voulez faire les grandes études demain, laissons qu'on garde cette chèvre. Elle va se multiplier et au lieu d'une chèvre, nous aurons 2 chèvres, nous aurons 3 chèvres, nous aurons 4 chèvres. C'est la même chose dans les affaires. Dans les affaires, commence à avoir ta chèvre. Commence à avoir ta graine, commence à avoir quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut avoir sa chèvre de lui-même. Si tu es en bonne santé, si tu as tes mains, si tu as tes pieds, tu peux travailler à avoir tes chèvres. Tu peux aller garder les bébés quelque part. On va te donner 1 000 francs, on va te donner 2 000, on va te donner 3 000. Tu vas épargner cet argent. Tu peux aller, je ne sais pas, donner de ton temps pour laver les véhicules, je ne sais pas, n'importe quoi qui ne dépend que de toi, de tes mains et de ta capacité à être en bonne santé. Tu auras un certain revenu. Et il faut savoir que si tu gagnes de l'argent honnêtement, cet argent a de la valeur, quelle que soit la somme d'argent. À partir du moment où tu gagnes cet argent honnêtement, ça a déjà de la valeur. Donc, à partir de cette activité qui te rapporte 1 000 francs, tu peux avoir 10 000 un jour, tu peux avoir 20 000 un jour, tu peux avoir 100 000 un jour. Fais juste cette activité régulièrement pendant une certaine période de temps donnée. Là, tu constitues ta graine. Et à partir de cette graine, tu pourras avoir un champ. À partir de cette chèvre, tu pourras avoir un troupeau. Et pendant que tu es dans ce parcours, évite d'avoir des appétits extrêmes, des appétits gigantesques. Pendant ce parcours, ce n'est pas toi qui vas tout le temps être en train de voyager pour aller dans les deuils, les funérailles, les anniversaires. Non, c'est un moment de concentration. C'est un moment où tu es concentré à ta destinée, concentré aux résultats que tu auras plus tard. Super. Les gens peut-être vont se plaindre que voilà, tu ne viens pas les soutenir, tu ne viens pas. Mais ce n'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités dans la vie où tu vas les soutenir. Il y aura d'autres opportunités. Mais en ce moment, tu dois te construire, tu dois te bâtir. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a la loi de l'épargne, comme j'ai dit. Quel que soit ton revenu, que tu sois super riche, que tu sois encore dans le parcours où tu bâtis tes sources de revenus, tu dois savoir épargner au moins 20% de tes revenus. Au moins 20% de tes revenus. Donc, une fois que tu fais ça, tu vas te rendre compte que tu as de plus en plus un capital de sécurité à côté que tu peux réinjecter dans tes affaires. Une autre loi que j'aimerais partager ici, c'est la loi du marketing. Très important. Une loi qui est souvent très négligée en Afrique ou bien par les entrepreneurs africains. Ils se disent, OK, comme je fais le business, mes frères doivent me soutenir en partageant mes vidéos, en parlant de mon activité. Voilà. Non, ce n'est pas leur travail. Si vous remarquez bien, McDonald's, l'une des plus vieilles entreprises aux États-Unis aujourd'hui, continue à faire des campagnes publicitaires, continue à payer pour la publicité. Facebook même, dont nous parlons, où nous sommes projetés aujourd'hui, Facebook même paye pour la publicité sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, quand j'ouvre mon YouTube, je vois la publicité de Facebook. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent ce qu'on appelle la loi du marketing. Tu dois allouer au moins 10% de tes revenus pour te faire plus connaître. Et ça, chaque mois que Dieu a créé. Développer des stratégies pour qu'on parle de toi. Développer des stratégies pour qu'on te connaisse. Développer des stratégies pour qu'on connaisse ce produit, qu'on connaisse ce service. C'est non négociable. S'il faut passer à la télé, il faut payer pour passer à la télé. S'il faut payer les publicités sur les réseaux sociaux, il faut le faire. S'il faut se faire interviewer quelque part, il faut le faire. Mais plus de gens te connaissent, plus l'argent rentre dans ton compte bancaire. Des fois, je demande aux gens qui te connaît. Plus les gens te connaissent, plus l'argent vient vers toi. Donc, la dernière chose que je dirais ici, voilà,
c'est s'entourer des personnes plus intelligentes que toi en entrepreneuriat. Très bien. Un bon leader doit pouvoir avoir des personnes plus performantes, plus intelligentes, parce qu'en entrepreneuriat, c'est toi qui as la vision, c'est toi qui sais exactement où tu dois aller. Mais la stratégie, tu peux ne pas l'avoir. Bien sûr. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui aura cette stratégie. La rigueur pour mettre sur pied cette stratégie, tu peux ne pas avoir cette rigueur. Je sais, dans mon entreprise, par exemple, moi, je suis la visionnaire, mais je ne suis pas la personne rigoureuse. Non, pas du tout. Il y a une autre personne qui est rigoureuse, qui va dire, au 15, on doit avoir tel chiffre. Au 15, on doit avoir fait telle chose. Au 31 ou bien au 30, on doit avoir tel résultat. C'est le travail de cette personne. Sur ce domaine, la personne, elle me dépasse. Et je laisse cette personne exercer cette compétence-là. Donc, si tu tiens en compte toutes ces choses-là, je suis sûre qu'il y aura des changements, il y aura de bonnes choses à l'horizon. Magnifique. Merci pour tant de générosité. Nous sommes à court de temps, on va bientôt conclure. Il y a quand même parmi les questions qui restent une dernière que je voudrais poser. Peut-être que par cette question, tu pourras faire ton résumé. C'est comment tu fais pour contrôler tes affaires à distance? Je sais que c'est une problématique de plusieurs personnes. Très bonne question. Alors, comment je fais pour contrôler mes affaires à distance? Il y a des piliers sur lesquels je m'appuie. La première des choses, c'est que j'ai partagé ma vision à toutes les personnes qui travaillent avec moi. Première des choses, elles connaissent exactement quel type de personne je suis, qu'est-ce que je peux tolérer, qu'est-ce que je ne peux pas tolérer. Et le fait de partager la vision fait en sorte que si quelqu'un va à l'encontre de la vision, il y a des sanctions qui s'en vont, quoi. Il y a des représailles qui vont aller avec. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'ai trié avec beaucoup de précautions les personnes que j'ai admises dans mon équipe. Très important. Je n'admets pas tout le monde. Je ne travaille pas avec tout le monde. Je les admets sur la base des valeurs, sur la base d'être enseignable et sur la base de la compétence. La compétence, vous voyez, vous allez remarquer, c'est la troisième chose. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut être même, on peut avoir une compétence intermédiaire, mais si on est enseignable, on peut rattraper les choses. Si on a la bonne volonté, si on est enseignable, si on a les bonnes valeurs, on peut vraiment être compétent plus tard, travailler sa compétence plus tard. Donc, c'est sur ce volet-là que je choisis les personnes avec lesquelles je travaille. La troisième des choses, c'est que j'ai mis sur pied un dispositif de contrôle à distance. J'ai, par exemple, investi plus de 30 000 dollars sur des applications qui me permettent de contrôler mes stocks, de savoir à l'heure actuelle, je peux vous dire exactement combien de stocks j'ai au Cameroun, combien de stocks j'ai en Côte d'Ivoire, combien de stocks j'ai au Gabon, quelle est la valeur de ces stocks, combien est-ce qu'on a vendu depuis le matin jusqu'à présent. Je peux tout vous dire. Je peux vous dire exactement qui est rentré dans l'entreprise, qui est sorti, à quelle heure, parce qu'il y a eu des dispositions qui ont été mises sur pied pour pouvoir contrôler tout cela. Je peux également vous dire quelle est l'ambiance dans chaque département. Parce que dans chaque département, j'ai des chefs de département avec lesquels je discute, qui font des rapports par jour, par semaine. Je suis très proche de mes équipes. Je les appelle régulièrement. Je discute avec eux régulièrement. Je pose des questions. Voilà. Autre chose que j'ai mis sur pied, parce que, voilà, faisant tout ça, c'est bien. Tu investis dans l'humain, tu investis dans les applications, tu investis dans le cadre de travail également. Mais il faut savoir que quand tu fais tout ça, tu quittes d'une personne qui était peut-être au niveau 5 pour une personne qui est au niveau 8. Et une personne qui est au niveau 8, que tu le veuilles ou pas, elle attire les chasseurs de tête. D'accord? Elle attire d'autres entreprises, elle attire d'autres personnes qui aimeraient la récupérer. Donc, c'est important de construire un environnement convivial, un environnement où l'humain est valorisé pour pouvoir les garder. Donc, j'ai pris la peine de bâtir ce genre d'environnement. Dans mon entreprise, par exemple, on va fêter les anniversaires de mes collaborateurs. De temps en temps, je vais leur offrir un petit déjeuner, surprise. Je vais vraiment faire des choses pour les valoriser. Je vais leur offrir des petits cadeaux. Je vais les féliciter publiquement parce que Mérika a dit, l'une des choses que les êtres humains aiment plus que l'argent et le sexe, c'est les honneurs publics. Et ça, j'aime beaucoup utiliser ce principe-là pour valoriser mes équipes, pour les amener à se sentir importants. Et ça,
on ne trouve pas ça n'importe où. Ils ne vont pas trouver ça n'importe où. Donc, ce sont des petites choses qui vont les amener à rester fidèles, à rester avec moi. Et ma capacité aussi à partager ce que je veux accomplir, là où je veux aller, la meilleure vie à laquelle nous aspirons tous, ça les amène à rester proches et on évolue. Voilà. Et il faut savoir que je ne prends jamais les décisions sans inclure mes équipes. Jamais, jamais. Je peux avoir une très bonne idée, je peux avoir fait tous mes calculs, mais je vais quand même soumettre à mes équipes. Je vais leur dire, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse 2 jours. Pensez-y et puis revenez-moi. Donc, du coup, ils se sentent imprégnés. Absolument. Ils savent que ce n'est pas juste une entreprise où on donne les ordres et puis basta. Mais c'est une entreprise où on bâtit une vision ensemble et on évolue comme ça. Magnifique. On bâtit une vision ensemble et on évolue comme ça. C'est exactement sur ces mots que nous allons conclure aujourd'hui. Un mot de fin pour vous, Matt-Karine? Bon, mon mot de fin, c'est dire merci. Merci, Gaius. Merci au coach Raphaël pour cette initiative. Merci à toute l'équipe qui est derrière vous. Là, vous nous suivez juste en live comme ça, mais vous ne pouvez pas imaginer toute l'équipe qui est derrière, qui ne dort pas depuis quelques jours aujourd'hui et vraiment qui s'est disposée de façon bénévole comme ça à faire ce programme pour impacter la future génération, pour impacter notre jeunesse, pour développer le leadership en Afrique. Vraiment, je vous dis merci, 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 merci. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui nous suivent de partout, de soutenir cette initiative. Soutenez, partagez les vidéos. Voilà, il y a tellement de vidéos. Allez sur la page de iTransform. Vous allez voir les vidéos qui sont là. Vous pouvez resuivre les vidéos tranquillement, à tête reposée. Partagez les vidéos auprès de vous. Soutenez l'initiative par des dons. Voilà, nous ne sommes pas allergiques à l'argent ici. Donc, soutenez-nous, soutenez-nous, soutenez l'initiative. Et il y a des gens qui m'ont contacté en tant que coach, en tant que formateur pour donner un plus. Merci de faire ça. Voilà. Merci de prendre ce projet à cœur. Connectez vos enfants également pour qu'ils puissent suivre ce programme parce que c'est pour eux, en fin de compte, que nous avons mis sur pied ce programme. C'est pour eux que nous avons pris le temps de laisser nos activités pour partager tout ce contenu de qualité avec vous. Et rendez-vous à la prochaine édition qui sera là à très, très bientôt. Donc, merci encore. Et ensemble, on est plus fort. Ensemble, nous allons plus loin. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, nous allons plus loin. Ensemble, nous allons transformer cette belle Afrique à laquelle nous croyons et que nous aimons beaucoup. Merci infiniment, Matt-Karine, pour ce moment. Merci pour ces échanges très, très riches. Et nous avons été très enrichis de ce partage-là. Plein succès à vous dans vos projets, dans vos travaux. Et pour les amis, on se retrouve. L'aventure se poursuit. Il y a des talks qu'après. Ne les manquez pas. Ensemble pour cette belle aventure. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.